Hello les experts, bienvenue dans cette vidéo de Lab. On va explorer le service AWS IAM. IAM pour Identity and Access Management. Donc AWS IAM, c'est le service qui permet de gérer tout ce qui est authentification et autorisation dans le cloud AWS. Donc si vous êtes prêt à démarrer, je suis dans la console AWS, je suis dans la région Irlande, je suis déjà connecté. On va chercher IAM ici. Voilà, donc on est dans la console IAM. Et dans cette première tâche, on va tout simplement explorer des utilisateurs et des groupes qui ont été créés automatiquement par le lab lorsqu'il a été initialisé. Et donc avant d'aller dans la partie utilisateurs et groupes, on peut déjà voir ici qu'on a des recommandations en termes de sécurité. Donc AWS IAM va vous faire des recommandations pour que vous appliquiez certaines bonnes pratiques. Là, on peut voir par exemple que AWS IAM me recommande de rajouter du MFA à l'utilisateur racine. Donc MFA, c'est le Multi-Factor Authentication. Donc c'est une protection en plus, un code temporaire qui est généré au moment de se connecter. Et donc du coup, en plus du mot de passe, on va devoir rentrer ce code qui est généré par un device MFA. On voit également ici qu'il me recommande de rajouter du MFA pour moi-même, en plus de l'utilisateur racine. Donc ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est que c'est une bonne pratique d'exiger que tous les utilisateurs aient du MFA qui soit configuré en plus de leur mot de passe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie utilisateur. Ensuite, tout à l'heure, on viendra dans la partie groupe d'utilisateurs. Donc, si on clique sur utilisateur, user en anglais, on peut voir que j'ai déjà plusieurs utilisateurs qui existent. Donc, l'utilisateur student, c'est l'utilisateur avec lequel je me suis connecté à ce compte AWS. Et je peux voir que j'ai trois autres utilisateurs, user 1, user 2 et user 3, qui ont été automatiquement créés lorsque ce lab a été initialisé avec un template CloudFormation. On va aller sur utilisateur 1 par exemple, user 1, pour regarder ces détails. Et là, on est sur la page de l'utilisateur 1, la page qui présente les détails de l'utilisateur 1. Ici, on peut voir que l'utilisateur 1 ne s'est jamais connecté, parce qu'on a ce champ qui dit Last Console Sign In Never, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore connecté. C'est normal parce qu'on vient juste de le créer pour ce lab. Et un peu plus bas, on peut voir ce qu'on appelle des permissions. Donc les permissions, c'est ce qui permet d'attribuer des autorisations aux utilisateurs pour qu'ils puissent faire des choses dans votre compte AWS. Donc faire des choses, c'est lancer des instances EC2, accéder à des buckets S3, créer des bases de données RDS, etc., etc. Donc créer, accéder à des ressources dans votre compte AWS parce que par défaut, s'ils n'ont pas ces permissions-là, ils ne vont pas avoir les autorisations de pouvoir faire quoi que ce soit dans votre compte AWS. Donc là, on peut voir que l'utilisateur 1, pour le moment, il ne dispose d'aucune permission, ce qui est normal. On va voir tout à l'heure comment on va pouvoir lui attribuer des permissions. Si on va dans l'onglet groupe juste à côté, on peut voir que l'utilisateur user 1 ne fait partie d'aucun groupe pour le moment. Un groupe d'utilisateurs permet tout simplement de regrouper et d'administrer de façon beaucoup plus simple un ensemble d'utilisateurs qui ont besoin des mêmes permissions, qui ont peut-être à peu près les mêmes rôles dans votre entreprise. Ça peut être un groupe de développeurs, un groupe DBA, un groupe pour les admin systems, un groupe pour les data scientists, etc., etc. Et donc vous allez créer des groupes pour ces populations, pour ces groupes d'utilisateurs dans votre entreprise, et ça va être beaucoup plus simple de leur assigner le même ensemble de permissions, parce que généralement, ils ont les mêmes besoins en termes de permissions d'accès à vos ressources AWS. Maintenant, on va aller dans l'onglet Security Credentials, et ici, on va retrouver tout ce qui concerne les informations de sécurité, en gros, les informations pour s'authentifier et pour pouvoir dialoguer avec AWS. Donc là, déjà, on peut voir que cet utilisateur a un mot de passe pour se connecter à la console. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Un utilisateur peut ne pas avoir de mot de passe pour se connecter à la console et peut-être avoir tout simplement ce qu'on appelle des access keys pour pouvoir utiliser les services AWS de façon programmatique ou en passant par AWS CLI. Mais là, en l'occurrence, utilisateur 1, user 1, il a bien un mot de passe pour se connecter à la console et il doit pouvoir se connecter à la console, même si là, on voit qu'il ne s'est pas encore connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les groupes d'utilisateurs. Donc ici, en anglais, c'est User Groups. Si je clique dessus, on peut voir que j'ai déjà des groupes qui existent. Donc il y a un groupe Students qui a été créé dans le cadre de la formation AWS par le cloudfacile.com. Et dans le cadre de ce Lab Security AWS IAM, on a trois autres groupes qui ont été créés. Donc il y a EC2 Admin, EC2 Support et S3 Support. On peut d'ores et déjà voir que ces trois groupes-là ne contiennent pas d'utilisateurs. On n'a encore aucun utilisateur qui appartient à ces groupes IAM. On va voir tout à l'heure qu'on va rajouter des utilisateurs dans chacun de ces groupes. Et là, on peut voir que Students contient un utilisateur. D'ailleurs, si on clique dessus, voilà, on voit que l'utilisateur qui est dans ce groupe Students, en fait, c'est l'utilisateur Student. Et c'est typiquement l'utilisateur que j'utilise pour me connecter à cette console et faire ce lab.
Donc si on revient sur User Groups, donc ce qu'on disait, c'est qu'on a 3 groupes d'utilisateurs qui ont été créés pour nous. Et maintenant, on va choisir le groupe qui s'appelle EC2 Support. Voilà, ça nous permet d'afficher les détails. Donc là, on voit que le groupe EC2 Support, pour le moment, il ne contient aucun utilisateur. Et si on va dans la partie permission, on peut voir que ce groupe d'utilisateurs a des permissions qui lui sont directement assignées. La permission qui lui est assignée, c'est une permission qui est gérée par AWS, ce qu'on appelle des AWS Managed Permissions. C'est une permission qu'on n'a pas créée, c'est AWS qui l'a créée. Et la permission, elle s'appelle Amazon EC2 Read Only Access. Alors, si on clique sur le bouton plus pour afficher les détails de cette permission gérée, on peut voir qu'une permission, en fait, c'est un document JSON, hein. Même si la console l'affiche sous la forme d'une ligne, techniquement, derrière, c'est un document JSON. On peut voir les détails de ce document JSON. On peut voir qu'on a une ligne pour la version qui ne change pas. On a ce qu'on appelle des statements, et ce sont les statements qui permettent de définir quelles sont les autorisations qu'on est en train de donner via cette politique, ou policy en anglais. Et donc là, on voit que cette policy, donc cette politique, elle permet de donner des autorisations. Donc, on voit effect holo. Donc, on est en train d'autoriser certaines actions. En l'occurrence, ici, l'action qui permet de faire un EC2 describe étoile. Donc, ça permet d'afficher des informations sur les ressources EC2. Et avec cette permission, on sera autorisé de faire ces actions-là sur l'ensemble des ressources. Parce que là, on a étoile. Étoile qui veut dire toutes les ressources. À côté de cela, on a également une permission qui nous autorise à afficher la configuration des load balancers. Donc, on voit Elastic Load Balancing Describe étoile. Et ça, on pourra le faire sur toutes les ressources qui sont liées au load balancer. On voit également qu'on a des permissions qui sont liées au service CloudWatch. Le service CloudWatch permet de gérer tout ce qui est monitoring dans le cloud AWS. Et on voit qu'on va avoir la permission de lister des métriques, d'avoir des statistiques sur les métriques, et puis de faire du describe étoile sur l'ensemble des ressources. Et enfin, on voit qu'on a une dernière permission qui va nous permettre, parce qu'on a un holo ici, de faire un describe sur tout ce qui est autoscaling. Autoscaling permet de gérer l'élasticité des instances EC2 dans le cloud AWS. Donc, grosso modo, avec cette permission Amazon EC2 Read Only Access, si on l'assigne à un groupe d'utilisateurs ou à un utilisateur, ils vont automatiquement pouvoir faire tout ça. Ils vont pouvoir faire du EC2 Describe, du Elastic Load Balancing Describe, du CloudWatch List Metric, Get Metric Statistic, Describe étoile, du autoscaling describe étoile sur l'ensemble des ressources. Sachez que, juste pour votre information, sur la partie effect, on n'a que du holo, mais c'est tout à fait possible de faire des politiques et puis de mettre du deny ici. On peut explicitement refuser une permission, dire que, par exemple, pour tel utilisateur, on fait un deny sur toutes les actions qui concernent les instances EC2. Donc, il ne pourra jamais démarrer des instances EC2, par exemple. Et l'autre chose qu'on n'a pas ici, c'est qu'on peut rajouter des conditions également. On peut dire, on autorise, par exemple, tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs à faire du EC2 describe sur l'ensemble des ressources et rajouter une condition qui dit que c'est uniquement valable dans la région West 1 par exemple en Irlande, ou uniquement dans la région Virginie du Nord aux États-Unis par exemple. C'est des choses qui sont possibles. On peut rajouter des conditions sur plein de choses, sur les régions, sur l'IP, sur le fait que des données soient chiffrées ou pas, etc., etc. Si on retourne dans User Groups, maintenant on va voir le groupe S3 Support. Donc le groupe S3 Support, on voit que pour le moment il n'a aucun utilisateur. Si on va dans la partie permission, on peut voir qu'il a une permission qui s'appelle Amazon S3 Read Only Access. Donc, on peut tout de suite deviner que c'est une permission qui permet d'accéder en lecture seule à des ressources qui sont dans le service Amazon Simple Storage Service. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en détail, comme tout à l'heure, le document JSON de cette politique. Donc là, on a cliqué sur le bouton plus, ça nous permet d'afficher le document JSON. Cette fois-ci, ce document, il est beaucoup plus petit pour cette politique, qui est également gérée par AWS, c'est une AWS Managed Policy. On voit qu'on retrouve toujours la version, on a un statement qui est en train de donner des permissions, donc d'assigner des permissions, qui est en train d'autoriser des actions. Donc, on le voit ici parce qu'on a l'effet qui est à holo. Et les actions, en l'occurrence, qu'on est en train d'autoriser, c'est S3 Get étoile, S3 List étoile, Describe étoile, S3 Object Lambda, Get étoile et List étoile. Donc, grosso modo, on est en train d'autoriser des actions de lecture. Ici, on n'a pas d'action qui permet de modifier une ressource ou de supprimer des ressources. On n'a pas de put ou de delete, on n'a que du get, du list et du describe. Et donc, c'est pour ça que cette politique s'appelle une S3 Read Only Access. Quand on va l'assigner à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, ils seront capables d'accéder à toutes les ressources dans S3, mais uniquement en lecture seule.
Maintenant, on va retourner dans User Groups et puis on va voir le troisième groupe d'utilisateurs. On a vu S3 Support, on a vu EC2 Support également. Maintenant, on va voir EC2 Admin. Voilà. Donc, on est dans le groupe IAM EC2 Admin. Donc, d'après son nom, on peut d'ores et déjà deviner que c'est le groupe des utilisateurs qui sont administrateurs pour le service EC2. On voit que pour le moment, il ne contient pas d'utilisateurs. Si on va dans l'onglet Permission, on voit que pareil que les autres, il a déjà une permission qui lui est attachée et on va regarder les détails de cette permission. Donc à la différence de tout à l'heure, je ne sais pas si vous remarquez, cette permission, ce n'est pas une permission gérée par AWS. C'est pas écrit AWS Manage ici, c'est plutôt écrit Customer Inline. Donc ça veut dire que c'est une permission qu'on a nous-mêmes créée. Ça ne fait pas partie des permissions qui sont gérées par AWS. Et si on regarde les détails de cette permission, on peut voir qu'elle contient une version, comme d'habitude. On peut voir qu'elle est en train d'autoriser. Donc voilà, là c'est un petit peu inversé, on a l'effect qui est tout en bas. On est en train d'autoriser les actions describe étoile start instance, stop instance. Donc on peut lister, démarrer des instances, stopper des instances. Ça concerne toutes les ressources. Voilà, parce qu'on a l'étoile ici. Par contre, là, on a une condition, cette fois-ci. Depuis tout à l'heure, on n'avait pas de condition, mais cette politique, on peut voir qu'on a une condition. Et la condition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on peut faire tout ça, on peut démarrer des instances, les arrêter, lire leur configuration pour toutes les ressources. On est autorisé à le faire, si et seulement si ce sont des instances de taille nano ou micro. Donc typiquement, peut-être, ça va être du T2 nano, du T2 micro, du T3 nano ou du T3 micro. Ça montre comment on peut mettre en place des conditions. On est tout simplement en train de mettre une limite sur la taille des instances EC2 que les étudiants vont pouvoir démarrer. Parce que si un étudiant se trompe et démarre par exemple une T2 2X large, ça peut coûter beaucoup plus cher. Et peut-être ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Et donc pour éviter ce type de mésaventure, ce type d'erreur, on a tout simplement rajouter cette condition qui limite les types d'instances que l'étudiant va pouvoir démarrer. Ça veut dire que si l'étudiant essaie de démarrer une T2 X large par exemple, X large ne fait pas partie des tailles qui sont autorisées ici et donc du coup ça ne va pas marcher parce qu'il n'a pas cette permission là. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer, on va rajouter les utilisateurs au groupe d'utilisateurs. Donc si on revient ici, on voit que nos groupes d'utilisateurs, ces trois groupes d'utilisateurs, ne contiennent pas d'utilisateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les utilisateurs qu'on avait vus tout à l'heure, on va les répartir dans les groupes d'utilisateurs qui existent, qui ont déjà été créés, et puis on va voir un petit peu que en les rajoutant à ces groupes d'utilisateurs, automatiquement, ils vont hériter des permissions qui sont assignées à ces groupes d'utilisateurs, et donc on va pouvoir le vérifier en nous connectant, en utilisant les identifiants de ces utilisateurs-là, et on va voir qu'on peut faire des choses, c'est-à-dire les choses qui sont autorisées par les permissions assignées au groupe auquel on va appartenir. Donc, on va commencer par l'utilisateur 1, qu'on va rajouter au groupe S3 Support. Donc pour ce faire, on va aller dans User Groups, S3 Support, donc on va faire Add User, et on va rajouter User 1. On va valider. Voilà. Donc là, on a rajouté un utilisateur. Un groupe d'utilisateurs peut contenir plusieurs utilisateurs, c'est même le principe. Et un utilisateur peut également appartenir à plusieurs groupes d'utilisateurs. On va pas le voir dans cette démo, mais c'est quelque chose qui est complètement possible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter utilisateur 2, user 2 au groupe EC2 Support. Donc on va aller dans User Group, EC2 Support, on va faire Add User, et on va rajouter cette fois-ci User 2. Voilà, il a bien été ajouté. On va retourner dans le groupe des utilisateurs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter user 3 au groupe EC2 admin. Donc, on va aller sur EC2 admin. On va rajouter user 3. Voilà. Hop. Et donc, voilà, user 3 fait partie maintenant du groupe EC2 admin. Et donc, automatiquement, il va hériter des permissions qui sont assignées à ce groupe d'utilisateurs, en l'occurrence à la permission qui s'appelle EC2 admin policy. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les identifiants de chacun de ces utilisateurs pour nous connecter à la console. Et puis, on va tout simplement tester et voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on est autorisé à faire ou ce qu'on n'est pas autorisé à faire selon les permissions qui sont attachées au groupe auquel on appartient. Donc pour ce faire, il faut retourner dans tableau de bord. Donc actuellement, je suis connecté en tant que student. Et pour me connecter avec user 1, par exemple, il faut que je récupère ce qu'on appelle le sign-in URL. C'est l'URL de connexion à ce compte AWS. Typiquement, tous les utilisateurs IAM qui vont vouloir se connecter à ce compte AWS vont utiliser la même URL de connexion. Ce qui va changer ensuite, c'est tout simplement le username. Donc je vais utiliser user 1 au lieu de student. Et puis je vais bien entendu utiliser le mot de passe de user 1 pour me connecter
au compte AWS. Et ensuite, on va voir typiquement les permissions dont je dispose. Donc pour ce faire, je vais copier l'URL. Ensuite, je vais me déconnecter. Voilà, je suis déconnecté. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Et donc là, je suis sur la page de connexion au compte AWS en tant que utilisateur IAM. Et donc là, on a le Count ID, pour le coup, qui est déjà renseigné, parce que j'ai utilisé l'URL de connexion que j'ai copié tout à l'heure. Et le Count ID, c'est l'ID du compte AWS auquel je souhaite me connecter. Et donc, on peut être plusieurs utilisateurs IAM à se connecter, à partager le même compte AWS. Maintenant, pour le username, ce que je vais mettre, c'est tout simplement user1, parce qu'on veut se connecter en tant que user1. Et pour le mot de passe, je vais utiliser le mot de passe qui a été fourni dans le lab. Voilà, j'ai copié-collé le mot de passe et je vais cliquer sur Sign In pour me connecter. Et donc là, je suis connecté non plus en tant que student, mais en tant que user 1 sur le même compte AWS. Et vous vous rappelez que user 1, on l'a rajouté au groupe S3 Support, donc il a les permissions pour accéder à S3 en lecture seule, parce que le groupe S3 Support avait une permission qui lui était attachée, et c'était une permission S3 Read Only Access. Donc on va aller dans le service Amazon S3. Donc là, on est sur la page d'accueil du service Amazon S3. On peut voir qu'on a plusieurs buckets. On va regarder par exemple ce bucket qu'on a créé pour ce lab, donc qui s'appelle Demo Lab IAM 1, 2, 3, 4. Si je clique dessus, on peut lister, on arrive à voir le contenu des buckets. On voit qu'on a un fichier, c'est une image, c'est un logo. Je peux cliquer sur ce fichier, sur cette image, et je peux même cliquer sur le bouton Open pour afficher le logo de Leclad Facile. Donc en tant qu'utilisateur user 1, je fais partie d'un groupe qui a les permissions S3, en tout cas les permissions en lecture seule sur S3. Donc je suis capable d'aller sur le service Amazon S3 et d'explorer les ressources qui sont dans le service Amazon S3. Donc chose qu'on vient de faire d'ailleurs. Si je vais par exemple sur EC2, est-ce que je vais avoir les permissions? Donc je vais cliquer ici sur EC2. Et là, en fait, quand j'arrive sur la page EC2, je vais avoir plein d'erreurs qui s'affichent, en fait. Je sais pas si vous les voyez, on peut pas les rater. J'ai des erreurs, API error, API error, API error. Pourquoi j'ai toutes ces erreurs? C'est tout simplement que user 1, il n'a que les permissions pour aller lister les ressources dans les services Amazon S3. Il n'a pas les permissions suffisantes pour faire la même chose avec Amazon EC2. On ne lui a pas donné ses permissions. En tout cas, il n'est pas dans le bon groupe d'utilisateurs. Et c'est donc pour ça que quand j'essaie d'aller sur le service Amazon EC2, mon cours sont en train de me dire « Tu n'as pas les permissions suffisantes pour lister les ressources dans le service Amazon EC2 ». Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci avec l'utilisateur user2. Et vous vous rappelez, l'utilisateur user2, on l'avait rajouté au groupe EC2 Support, et le groupe EC2 Support a les permissions Amazon EC2 Read Only Access, donc normalement, on ne devrait pas avoir des erreurs de ce genre. Donc voilà, je suis de nouveau sur la page d'accueil pour me connecter au compte AWS. Donc ce qu'on a dit, c'est que cette fois-ci, on va se connecter en tant que user 2. Et puis je vais rentrer son mot de passe, qui est dans les instructions du lab. Et je vais me connecter. Donc là, je suis connecté en tant que user 2 cette fois-ci, on peut le voir ici d'ailleurs. Et maintenant, je vais aller sur le service Amazon EC2 et on peut le voir ici d'ailleurs. Tout à l'heure, avec user 1, j'avais des erreurs ici. Maintenant, avec user 2, vu que j'ai les permissions suffisantes pour au moins lister les ressources à faire du read-only sur les services Amazon EC2, donc je n'ai plus ces erreurs qui s'affichent. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur instance et lister les instances que j'aurai dans cette région. Donc pour le moment, je n'ai aucune instance, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche. Mais au moins, j'ai les permissions de faire cela et je n'ai pas d'erreur qui s'affiche parce que j'ai les permissions qui sont suffisantes. Alors, vous vous rappelez, user2 a uniquement les permissions en lecture. Est-ce que user2 va pouvoir lancer une instance EC2, par exemple? Parce que pour lancer une instance EC2, il faut beaucoup plus de permissions que de simples permissions en lecture seule. Il faut des permissions pour démarrer une instance EC2. Et user2 n'a pas cette permission. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer une instance EC2 et on va voir si ça va marcher ou pas. On va cliquer sur Launch Instance. Voilà. On va l'appeler Test. On va laisser l'AMI par défaut, le type d'instance T2 micro, on va pas mettre de keeper, les settings réseau, on va tout laisser par défaut, ainsi que le stockage. On va essayer de lancer une instance, et vous voyez, ça ne marche pas. En anglais, il dit « Je ne suis pas autorisé à faire cette opération », c'est-à-dire que je n'ai pas les permissions suffisantes
pour pouvoir lancer une instance EC2. Et ce qui est normal en fait, parce que j'ai uniquement les permissions pour lister les instances, pour lister la configuration dans le service Amazon EC2. Mais pour que je puisse lancer une instance EC2, c'est une permission en plus qu'il faudrait qu'un administrateur m'en rajoute. Et cette permission, pour le moment, je ne l'ai pas. Maintenant, ce qu'on peut également regarder, c'est aller sur le service Amazon S3 et voir si on va pouvoir lister les compartiments comme on l'avait fait tout à l'heure avec user 1. Donc on va chercher S3. Voilà, donc je vais cliquer sur Bucket. Et là, pareil, je n'ai pas les permissions pour lister les compartiments. Autant user 1 tout à l'heure, il avait ces permissions-là, il a pu lister les buckets. Autant là, user 2, lui, il n'a pas les permissions pour lister les buckets et les objets qui sont dans Amazon S3. Donc pareil que ce qu'on vient de faire avec Amazon EC2. Si user 2, il a besoin d'accéder ou de lister, de faire du read-only access sur le service Amazon S3, il va falloir d'abord qu'on lui rajoute ces permissions-là. Ok, maintenant on va aller voir user 3. Donc vous vous rappelez user 3, hein, il fait partie du groupe EC2 admin. Et donc EC2 admin, on lui avait mis une permission qui s'appelait EC2 admin policy. Et EC2 admin policy autorisait donner les permissions suffisantes pour démarrer une instance EC2. Donc on va se déconnecter et puis on va se connecter en tant que user 3. Ok, donc je suis sur la page de connexion, donc je vais mettre user 3 ici. Et je vais ensuite coller le mot de passe de user 3 qui est indiqué dans le lab et je vais me connecter. Donc là, je suis connecté cette fois-ci en tant que user 3. On peut le voir ici, hein, je suis dans la région Virginie du Nord. Et donc cette fois-ci, user 3, on vous rappelez, il est dans un groupe d'utilisateurs, un groupe IAM. Et ce groupe IAM, il a une permission, il a une autorisation de lancer des instances EC2. Pas n'importe quel type d'instance EC2, hein, c'est des instances EC2 avec des tailles nano ou micro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier qu'on a bien la possibilité, la permission de lancer ce type d'instance parce qu'on appartient au groupe EC2 admin. Donc on va aller sur EC2. Ensuite, on va cliquer sur Launch Instance. Donc voilà, on est sur la page de lancement de l'instance. Hein. On va laisser l'AMI par défaut. Le type d'instance, on va laisser T2 micro. On ne va pas sélectionner de keeper. Sur la partie settings réseau, on va rester dans le VPC par défaut. Le groupe de sécurité, on va sélectionner le groupe de sécurité qui s'appelle default, donc c'est le groupe de sécurité par défaut du VPC. Le stockage, on va laisser la valeur par défaut, et puis on va cliquer sur le lancement de l'instance. Donc voilà, on voit que l'instance s'est bien lancée. Alors, on peut cliquer dessus d'ailleurs, hein, sur l'ID de l'instance. Et on voit effectivement que l'instance est en train de démarrer. Son statut est toujours à pending, il va passer à running, ensuite le status check va passer à 2 sur 2, ça va prendre quelques minutes. On voit que le statut de l'alarme, il est à rouge. C'est tout simplement une permission qu'on n'a pas assignée à l'utilisateur user 3. Mais si on lui assigne les bonnes permissions, donc c'est les permissions qui sont sûrement liées à CloudWatch et au statut des alarmes, cette erreur va disparaître et on va pouvoir consulter le statut de cette alarme. Donc, vous avez compris que tout est une question de permission. Si un utilisateur n'a pas les permissions, n'a pas les permissions suffisantes, il ne pourra pas lancer une instance EC2 comme on vient de le faire, ou alors il ne pourra pas lister les buckets S3 comme on l'a fait avec user 1, ou alors il ne pourra tout simplement pas accéder en lecture seule, hein, comme on l'a fait avec user 2. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les permissions qui vont permettre à vos utilisateurs d'accéder en lecture ou en écriture aux ressources AWS. Et puis également, et surtout, la bonne pratique à garder en tête, c'est celui du Grant List Privilege. N'accordez que les permissions minimales à vos utilisateurs. Donc un utilisateur qui a besoin uniquement de faire du EC2, donnez-lui juste les permissions pour faire du EC2 et ne lui donnez pas les permissions par exemple pour aller créer des bases de données.